Les 15 premières secondes de la vidéo n'ont pas de son. Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Donc désolé, mais essentiellement je dis juste bonjour et j'annonce qu'on va travailler sur un iPhone 13. Et son problème, c'est qu'il n'a pas de Wi-Fi. Donc le Wi-Fi est grisé et maintenant il ne l'est plus. D'accord? Donc, euh, bon, bah, le Wi-Fi est revenu. Mais tout à l'heure il n'était pas là. Et le Bluetooth était grisé aussi. Maintenant il est revenu. Et aussi, tout à l'heure, je, lorsque je cherchais, je voulais regarder l'adresse MAC Wi-Fi et l'adresse MAC Bluetooth, elles n'étaient pas présentes. Alors maintenant, elles le sont. Et bon, du coup, alors, ça fait un peu bête pour la vidéo, mais d'un autre côté, moi, ça m'aide beaucoup pour le diagnostic. Parce que ce genre de problème, c'est souvent dû au fait que les cartes, vous savez que la carte mère de l'iPhone 13 est en fait formée de deux cartes qui sont soudées l'une sur l'autre. Et souvent, ce qui peut se passer, c'est que quand le téléphone tombe ou qu'il prend un choc ou quelque chose comme ça, les cartes ont tendance à se séparer et la connexion à certains endroits n'est plus bonne et du coup, on perd des fonctions. Et alors, il y a ce type de problème, il y a à plusieurs niveaux et qui sont plus ou moins difficiles. Et le niveau 1, c'est juste que bah, le contact est ténu et se fait à peine. Et puis, du coup, on a perdu une fonction. Mais ça peut revenir parce que justement le contact est ténu. C'est-à-dire que si on appuie un petit peu sur la carte ou quelque chose comme ça, si on bouge un petit peu, si on souffle dessus, hein, ça va remarcher. Ensuite, le niveau, ça c'est pas trop gênant à réparer. C'est généralement juste on sépare les cartes, on rebille et on réassemble. Et on s'assure donc comme ça de cette manière-là que le contact entre les deux cartes est de nouveau bon. Ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est que le choc a été suffisamment important pour non seulement séparer les cartes à certains endroits, mais en plus arracher des pistes de la carte du haut. Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, il faut recréer les pistes qui ont été arrachées. Alors là, mon problème c'était que le Wi-Fi tout à l'heure n'était pas là, maintenant il est revenu. Donc ça me dit que je suis plutôt dans le premier type de problème. Et ça me rassure un peu parce que je ne vais pas avoir à m'amuser à refaire des pistes. Voilà. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est que. Alors, évidemment, c'est un petit peu gênant parce que vous ne pouvez pas voir que ça ne marche pas. Et que. Et donc, on va faire la réparation, et puis après la réparation, ça va marcher de nouveau. Mais ça marchait déjà avant pour vous. Mais je vous promets, à tout à l'heure, ça ne marchait pas du tout. J'avais pas de Wi-Fi. On va réessayer, on va souffler un peu dessus pour voir si le Wi-Fi disparaît. Si on peut reproduire le problème avant de commencer à faire la réparation. Puis sinon, bah, de toute manière, ça, au moins, vous apprendrez la chose qui est importante, en fait, qui est de savoir comment faire pour séparer et rebiller ces cartes d'iPhone 13. Bon, bah non, le Wi-Fi est toujours là. Bon, c'est pas grave. Donc on y va. Je vais démonter l'appareil, mettre la vidéo en pause le temps que ça soit fait, et puis on revient. Très bien, on est de retour avec la carte démontée. Alors, avant de commencer à travailler sur une carte d'iPhone 13, ou d'iPhone 12 aussi, voilà, de ces séries-là, il y a quelque chose que je fais toujours, qui est de faire un test de, comment je vais appeler ça, de planéité. Voilà. Vérifier que la carte est bien plate. Parce que si elle est déformée, je la refuse. Voilà. Je remonte le téléphone et puis je n'y touche pas. Je vais expliquer un petit peu plus tard pour quelle raison. Donc, la manière dont je fais ça, c'est que je prends ça, c'est hop là,
un petit support, quelque chose qui est plat. Ça, c'est un machin Ikea pour tenir les téléphones. Et puis, je mets ma carte contre cette surface et je regarde par la tranche si c'est bien à plat sur le support. Donc pour celle-là, c'est le cas, c'est parfaitement plat, mais sinon, lorsque la carte est déformée, on va le voir, elle va être légèrement bombée par rapport au support, et si c'est quelque chose comme ça, ben, je la refuse. La raison pour laquelle je la refuse, ça rejoint la suite des explications. C'est que depuis l'iPhone 12, Apple a trouvé que c'était très intelligent de changer la température, de changer l'étain qu'ils mettent au bord, sur l'interposeur qui fait le contact entre les deux cartes, de changer l'étain qu'ils utilisaient jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que sur les iPhone 10, 10S, 11, ils utilisaient de l'étain à 138 degrés, qui fond à 138 degrés. Et puis, depuis l'iPhone 12, donc 12, 13, 14, ils utilisent de l'étain à 183 degrés. Et le problème, c'est que pour séparer les cartes, je vais être obligé de chauffer à 183 degrés. Et le problème, donc, c'est que tous les composants à l'intérieur, ou presque tous les composants, sauf le CPU et le baseband, donc presque tous les composants sont aussi soudés avec de l'étain à 183 degrés. Donc, quand je chauffe la carte suffisamment pour pouvoir séparer la carte du haut et la carte du bas, ça veut dire que j'ai aussi atteint la température de fusion pour l'étain de tous les autres composants qui sont à l'intérieur. Et donc ce qui peut se passer, c'est que, enfin, ce qui va se passer, c'est que de toute façon les composants sont en train de flotter dans de l'étain liquide à l'intérieur, et donc il y en a qui peuvent se décoller. Hein. Et en fait, ce que j'ai déjà vu sur mes premiers essais, c'est que quand on enlève la carte du haut, eh ben, on va avoir des composants de la carte du bas qui vont venir, qui vont rester collés à la carte du haut parce qu'il y a de la pâte thermique, il y a un truc un petit peu gluant là, qui fait que ça va accrocher. Et pof, vous levez la carte et vous allez accrocher des composants qui vont rester avec et qui vont donc être déconnectés de la carte du bas. Voilà, et si ça se passe, alors ça, ce sont des composants qui sont visibles. Vous voyez qu'il y a tel ou tel composant qui a été détaché. Mais on se dit que si j'ai déconnecté ces composants-là, peut-être qu'il y en a d'autres que je ne vois pas. Et donc peut-être que j'ai complètement bousillé ma carte. Donc c'est extrêmement risqué de travailler avec ces cartes-là. Et il faut une méthode pour réussir à les séparer sans atteindre la température de fusion de tous les composants qui se trouvent au milieu. Pourquoi je refuse la carte quand elle est bombée? Quand elle est bombée comme ça, il faut imaginer qu'on a des puces qui, à l'origine, elles étaient soudées sur la carte en surface, comme ça, mais la carte a été déformée. La puce, elle, on va espérer qu'elle a tenu, mais quand je chauffe et que j'atteins 183 degrés pour pouvoir séparer les cartes, la soudure qui maintient ma puce à la carte, elle a fondu aussi. Et puis comme la carte n'est plus droite, les billes qui étaient là sur les bords, elles vont se détacher. Et donc c'est aussi quelque chose que j'ai pu observer quand je faisais des essais, parfois on peut avoir, après séparation, il n'y a plus rien qui marche. Alors c'est difficile de savoir ce qu'on a cassé, mais en tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ce risque augmente énormément quand la carte n'est pas droite, et que une fois que ça s'est passé, on ne sait pas ce qu'il faut réparer parce que ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être aussi le CPU, ça pourrait être le PMU. Et donc, ça veut dire qu'on commençait avec une petite réparation qui allait probablement très très bien se passer, qui était simple, je sais pas, un court-circuit sur VDD main qu'il fallait résoudre. Et puis tout à coup, parce qu'on a séparé les cartes, qu'on a mal contrôlé sa température et parce que la carte n'était pas droite, on a causé plus de dégâts, et en plus des dégâts qui sont très difficiles à diagnostiquer. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Si vous faites votre test, que vous voyez que la carte n'est pas droite, moi je vous conseille, vous la refusez, vous la rendez tout de suite.
et puis vous laissez un autre s'amuser avec et prendre le risque. Voilà. Alors, ensuite, des plateformes pour séparer les cartes, il existe plusieurs types. Alors, jusqu'à l'année dernière, il y avait ce type de plateforme. On met la carte dedans. Voilà. Et puis, ça chauffe sur toute la surface. Donc, mais compte tenu du problème que je viens de décrire avec la température de fusion pour pouvoir séparer les cartes, si on chauffe toute la surface, le risque que j'ai décrit avant existe. Et donc depuis l'année dernière, heureusement, il y a des gens, il y a des fabricants qui ont eu la bonne idée de sortir un type de plateforme qui résout ce problème, qui est celui-là, qui est celle-là, pardon. Et cette plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne chauffe que les bords. Donc, alors évidemment, si je chauffe à 180 degrés et puis que j'attends très longtemps, la température va se propager des bords vers l'intérieur. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr avec une plateforme comme ça, c'est que les premiers endroits à atteindre la température de fusion, ça va être les bords. Voilà. Donc, avec ce type de plateforme, on a énormément moins de risques lorsqu'on travaille sur ces cartes. Et donc, moi, c'est ce que je recommande d'utiliser. Donc, on va y aller. Là, j'allume. Et puis, donc ça, je vais peut-être le passer en accéléré, parce que de toute façon, la vidéo va être longue, puisque vous verrez que c'est vraiment beaucoup plus difficile de travailler avec ces cartes-là. Voilà. Bon. Donc là, déjà, bonne nouvelle. Donc, ça, je m'y attendais. Vous n'avez pas de pad arraché. Je vais retirer la carte tout de suite de la plateforme. Il n'y a aucune raison de la laisser sur quelque chose de chaud, compte tenu des risques que j'ai décrits tout à l'heure. Voilà. Donc, aucun pad arraché sur le pourtour. Ça, c'est une bonne chose. Je m'y attendais. Très bien. Donc, une fois que j'ai fini une séparation, la première chose que je fais, c'est que je vérifie que la carte marche encore. Alors, comment je vérifie ça? Je branche ma carte sur l'alimentation. Et j'essaie de la démarrer. On y va. Alors, sur celle-là, je me souviens plus où se trouve le bouton. Faut que je regarde dans le châssis. Est-ce que j'ai le châssis? Ok, donc ça c'est le connecteur avec le bouton est là. Et ensuite il faut que je trouve le pin qui correspond au bouton. Donc comment je fais pour le trouver? Quand la carte est alimentée, il doit y avoir un pin
qui est à 1,8 V ou 1,6 V, ça dépend du modèle. Donc vous pouvez regarder le multimètre là. Non. Ah, voilà, 1,5, bon, c'est 8. Ouais, tous les autres. Ok, donc le bouton de démarrage, c'est celui-là. Donc j'essaie de démarrer le téléphone, c'est-à-dire que j'appuie sur le bouton et je regarde la réponse en courant à l'ampèremètre qui se trouve sur l'alimentation. Donc d'abord je fais un appui bref. C'est bon. Puis ensuite un appui long pour faire démarrer complètement la carte. Voilà. Désolé, j'ai lâché le pin. Ok. Donc vous voyez avec l'aiguille là, j'ai un démarrage normal. Donc ça va. La carte démarre. Je ne l'ai pas encore tué. Très bien. Donc, prochaine étape. Prochaine étape, ça serait de mettre la carte sur ce truc-là, l'iSocket. Voilà. C'est-à-dire assembler les deux cartes dessus. Ça c'est une plateforme qui permet de simuler le contact parfait entre les deux cartes sans avoir à faire le remontage. Et ensuite voir si le Wi-Fi fonctionne toujours. Le problème, c'est que c'est pareil d'expérience. J'ai déjà remarqué que cet étain que Apple utilise, il a tendance à s'oxyder du fait, je pense, de la température élevée qu'on est obligé d'utiliser pour séparer les cartes. Par exemple, si vous regardez ici, là, ce pad-là, ce pad-là, ce pad-là, ils n'ont pas la même couleur que les autres. Donc pour cela, ça veut dire que le contact électrique va être très difficile à faire et il vaut mieux essayer de les ressusciter avant. C'est-à-dire qu'avant de tester sur mon iSocket, je vais remplacer cet étain à 180 degrés par de l'étain à plus basse température, qui est aussi l'étain que je vais utiliser pour le rhabillage. Et ensuite, mettre ça sur l'iSocket quand je serai sûr que tous les pads ont la bonne tête. Donc, ah, donc on met du flux. Je prends mon fer à souder, je l'enduis d'étain à 138 degrés et je vais en appliquer sur l'interposeur ici. Peut-être un petit peu trop là. Ok, c'est fait. Donc maintenant, tous les pads sont beaux et brillants. On va maintenant nettoyer l'étain que j'ai mis avec de la tresse.
Hop là, c'est fait. Ensuite, on nettoie. Voilà, c'est tout propre. Et on fait la même chose avec la carte du haut. Donc, là, je l'installe. Et on vérifie que tout est beau et propre. Oui, c'est parfait. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous remarquez qu'il y a de la pâte thermique, donc, comme je l'avais expliqué au début, et c'est mieux de la laisser. Alors, si les ingénieurs Apple l'ont mise, ben, c'est probablement qu'il y a une raison et que c'est mieux avec. Et ce qu'il y a, c'est que là maintenant, comme j'ai un petit peu trituré la carte, j'ai un peu bougé, elle n'est plus répartie comme elle l'était au début, et ça veut dire que quand je vais assembler, et peut-être qu'il va y avoir un petit paquet de pâte thermique qui va bloquer l'assemblage des cartes, qui va empêcher la carte du haut de bien se poser sur la carte du bas. Donc ce que je fais, une fois que tout est bien nettoyé, que tout est plat sur l'interposeur et sur la carte du haut, je pose la carte du haut sur la carte du bas et j'appuie pour écraser la pâte thermique. Voilà. Et là maintenant, on en profite pour remarquer un problème qui rend le travail sur ces cartes très difficile, qui est que, regardez bien, par exemple, si j'ai le milieu, donc la carte est très longue, si j'ai le milieu qui est parfaitement à plat, qu'est-ce qui se passe sur les bords? Ce bord-là est écarté, et ce bord-là est écarté un peu moins que l'autre, mais il l'est quand même. Et si jamais j'ai les bords bien à plat, donc là, je suis avec mes doigts, je suis en train d'appuyer sur les bords pour le mettre bien à plat. Qu'est-ce que je remarque? C'est que le milieu, ici, est bombé. Donc voilà, ça c'est la grosse difficulté. La grosse difficulté avec ces cartes, le problème c'est qu'elles sont très longues, beaucoup plus longues que celles d'avant. Tiens, non, là vous ne le voyez pas, moi je le vois à l'œil nu. Mais si par exemple j'appuie ici,
Alors là, c'est complètement relevé. Les cartes ne sont plus l'une contre l'autre. Mais voilà, du fait de la longueur de ces cartes-là, c'est très difficile de les avoir complètement à plat quand on les assemble. Avant, j'essayais juste de les poser l'une sur l'autre, de chauffer, et puis d'espérer qu'elles allaient se mettre l'une sur l'autre. Malheureusement, ça ne marchait jamais. J'avais soit pas parfait contact ici, mais alors après les bords étaient relevés, ou alors je poussais un petit peu sur les bords, mais alors ça relevait le milieu, parce que à cause de la longueur de la carte. Donc, la bonne méthode, enfin, pour moi en tout cas, la méthode que j'ai trouvée, c'est quand je fais chauffer pour réassembler les cartes, je pose donc là, des poids dessus, de manière à m'assurer que tout est parfaitement en contact partout. Mais il y a un problème, c'est que quand vous faites ça, ben vous allez écraser complètement, vous allez vraiment mettre complètement les cartes l'une sur l'autre, compresser l'une sur l'autre, et le problème c'est que les petites billes d'étain, elles vont baver l'une sur l'autre. Et vous allez vous risquer, d'ailleurs ça va se passer, vous allez avoir un contact entre des lignes qui ne devraient pas se mettre en contact, et puis vous pouvez même complètement détruire la carte même. Si vous avez une ligne d'alimentation comme VDD mail à 4,2 à 4,2 volts et qui se trouve juste à côté d'une ligne de communication qui elle ne peut supporter qu'1,8 volts, et puis pop, vous compressez et les deux lignes se trouvent en contact. Après, vous branchez l'alimentation ou vous branchez la batterie. Comme VDD main, elle est toujours allumée. Dès que la batterie est branchée, il y a 4,2 volts qui partent dessus et puis qui vont aussi partir dans la ligne de communication qui était connectée à VDD main. Et puis, vous avez bousillé la puce qui se trouve au bout de cette ligne de communication. Parfois, c'est le CPU. Donc, comment faire? Mon but, c'est de pouvoir presser les cartes et d'éviter que ça bave. Voilà, vous verrez après avoir fait mon rebillage, ce que je fais, c'est que donc, une fois que j'aurai rebillé tout ça, je vais poser des morceaux de fil très très fins à des intervalles réguliers sur la carte, donc très très fin, il fait à peu près la même taille que les billes que j'utilise, de manière à faire support. C'est-à-dire que ça va me donner une épaisseur minimale entre les deux cartes et qui va empêcher qu'elles soient complètement compressées l'une sur l'autre et qui va empêcher du coup que les billes, des billes adjacentes bavent. Donc bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais vous le verrez de toute manière au moment où je vais le faire. Donc maintenant, je fais ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est-à-dire tester sur la plateforme que ma carte fonctionne encore. Donc ça, c'est toujours à faire, hein. On ne va pas commencer à travailler, à réassembler les cartes, etc. Et puis pour se rendre compte qu'elles ne fonctionnent pas, parce que si on n'a pas testé avant, on ne peut pas savoir si c'est notre rebillage qui n'a pas fonctionné ou si le problème se trouvait déjà là avant. Donc on va tester si, sans que je touche à quoi que ce soit, la carte marche encore. Bon, malheureusement là vous ne voyez pas, c'est trop, bon, c'est trop clair, mais donc le Wi-Fi marche.
Donc j'espère qu'une fois que j'aurai tout réinstallé, que j'aurai tout rebillé et puis remonté, euh, j'espère que son Wi-Fi fonctionnera de nouveau. Ok. Donc maintenant on va rebiller cette carte du bas. Je cherche mon pencil. 13 mm, 13, 0,12 mm. Donc voilà ce que je vais utiliser ici. Vous voyez, donc iPhone 13, 0,12 mm. Ce qu'Apple utilise, c'est 0,08 mm. Et donc, si vous êtes technicien en réparation de carte mère, vous avez remarqué que vous avez très souvent des problèmes de carte déconnectée. Ça, c'est parce que les billes qu'Apple utilise sont vraiment très petites et donc c'est très facile de déconnecter les cartes. Donc, il existe aussi des stencils de 0,10 et puis des stencils de 0,12. Donc là, on va tenter avec 0,12. Alors, plus les billes sont grosses, plus vous avez un risque que quand vous assemblez les cartes, deux billes adjacentes se touchent à cause de la pression. Donc, il y a un compromis en fait entre taille et risque à trouver. Donc 0,08 c'est trop petit parce que comme d'expérience ça se déconnecte toujours, c'est ce qu'Apple utilise. 0,12 ça commence déjà à être gros, quand on va presser les cartes, on risque d'avoir contact entre les billes. Alors on pourrait se dire que 0,10 c'est le bon compromis, donc moi c'est ce que j'utilisais avant de trouver ma technique qui consiste à mettre des supports sur la carte. Donc avec mes supports, je peux utiliser du 0,12 et éviter en même temps que des billes adjacentes se touchent. Donc c'est pour ça que maintenant j'utilise ça. On retire le stencil, on vérifie bien qu'il n'y a pas de billes qui s'accrochent dessus. A priori, ça va, sauf là, j'en ai une
et on repasse un coup de chaud pour stabiliser les billes et les remettre en position. S'assurer qu'elles sont bien dans leur bonne position. J'en ai encore un ici où il manque une bille. Et je vais voir si ce truc-là est important. Et s'il ne l'est pas, on va laisser comme ça. Alors, c'est à cet endroit-là. Exactement dans le coin. Non. Donc, c'est celle qui est juste là. Donc, c'est un truc qui est à la terre. Vous pouvez le voir. Donc, c'est celle qui est juste à côté, juste en dessous de celle qui est marquée 633. C'est celle-là. Celle-là, elle est à la terre, donc elle n'est pas importante. Je vais quand même vérifier au multimètre qu'elle est à la terre. Oui. Bon, donc celle-là, elle n'est pas importante, c'est pas grave si elle est manquante. Très bien. Donc maintenant, bah, la dernière étape avant de réassembler, c'est de mettre les petits supports dont je parlais tout à l'heure. Donc, moi, voilà. Je vais faire une petite pause avant de le faire parce que ça fait déjà 1h10 que la vidéo a commencé. Donc, je vais prendre un truc à boire. Et puis, je reviens pour montrer ça. Très bien, j'ai fait ma petite pause. Donc maintenant, on va terminer. Donc, pour faire mes supports, la manière dont je m'en sors, la manière que j'ai trouvée qui me paraît la plus simple, donc c'est d'utiliser du fil de bonne dimension, et puis je vais mettre, hop là, souder un morceau de fil à plusieurs endroits sur l'interposeur. Je vais prendre plutôt ma pince, voilà. On va souder ici, ici, ici. Alors les endroits où on veut souder, il n'y a pas vraiment de règle. On y va un petit peu à l'intuition. Moi, la manière dont je fais, c'est que je vais souder un fil à chaque coin. Donc à chaque endroit, à chaque moment où le chemin change de direction, je vais mettre un support. Et puis aussi, quand on a des zones très très longues, par exemple comme ici, je vais mettre un support tous les 10-15, voilà, tous les 10-15 pads, je vais mettre un support. Donc, ce que j'utilise, c'est du fil. Alors là, ici, j'ai du fil de 0,13 mm. Vous voyez, il fait à peu près, une fois qu'il est plaqué là, il fait à peu près la même taille que mes billes. Donc c'est très bien. Par comparaison, j'ai ici du fil de 0,10. Vous pouvez voir, je sais pas, j'espère que vous pouvez voir, il est beaucoup plus petit. Il n'est pas assez épais pour faire support. Donc, essentiellement, vous prenez du fil de la même taille que vos billes. Alors, mes billes, elles font 0,12.
J'ai pas trouvé de fil de 0,12, j'ai trouvé que du fil de 0,13 sur AliExpress et ça a été très difficile de le trouver. Donc je prends ça, les 0,01 mm, ça va pas changer grand-chose. Donc on commence par mettre de l'étain sur la surface du fil. Ça va permettre ça va permettre de le souder parce que si vous ne l'avez pas étamé, votre fil ne va pas se souder. La surface du fil est isolante, c'est de l'émail et l'étain, ben, ça soude sur l'étain ou ça soude sur le cuivre. Donc il faut d'abord étamer la surface de mon fil. Donc on va commencer par exemple ici. Là, c'est soudé. Et je coupe. Et on passe au suivant. Alors ça va prendre du temps, hein, il y en a pas mal à faire. Voilà. Allez, c'est presque fini. On va réchauffer encore un petit peu pour bien tout mettre en place. Et enfin, on va faire le réassemblage. Donc, pour le réassemblage, j'utilise cette plateforme-là, puisque maintenant, l'étain que j'ai utilisé, c'est de l'étain à basse température, à 138 degrés. Donc, ça ne me gêne pas du tout de chauffer l'intégralité de la carte pour pour faire mon réassemblage. Parce qu'à 138 degrés, ça ne craint absolument rien.
Je remets un peu de flux. Tiens, tiens. Alors, ma plateforme, elle est réglée à 180, mais il faut faire attention, c'est que quand il est écrit 180 ici, la température là n'est pas vraiment de 180. Je ne sais pas pourquoi c'est pas possible de faire une mesure précise de la température, mais en tout cas, ça c'est quelque chose à faire avec votre plateforme de rebillage, c'est de l'étalonner, enfin on peut pas l'étalonner, mais de vérifier avec votre caméra thermique quelle est la différence entre la température inscrite ici et la température réellement ressentie ici. Donc dans mon cas, quand je règle la plateforme à 180, j'ai quelque chose comme 145 degrés ici. Donc c'est la bonne température pour souder mes deux cartes puisqu'elles sont rebillées avec de l'étain à 138. Je vais juste vérifier l'alignement avec le microscope. Je vois mieux qu'à l'œil nu. Voilà, là ça retombe. Quand je pousse un peu, je vois que ça retombe. Mais je vois aussi ce que je vous avais indiqué tout à l'heure, qui est que à cet endroit-là, ça n'est pas bien connecté, alors qu'ici, je le vois bien, les deux cartes sont à plat l'une sur l'autre. Et là aussi, je vois, sur ce bord-là, je vois un décollement. Donc, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai mis mes cales. Donc, je fais 2 tours de chauffe. Premier tour, pour aligner les cartes l'une contre l'autre, je m'en fiche si elles font un parfait contact. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est que quand ça refroidit, ce soit stable, que ça bouge plus. Donc ça, c'est un petit ventilateur qui me permet de refroidir rapidement, puisque là, maintenant, vous voyez, un coup de ventilateur, je suis descendu à 140, je vais encore faire un petit coup. Hop, 120. Donc on se rappelle bien, comme j'ai dit, que si c'est 120 ici, c'est pas vrai, c'est plutôt 100 ou 90 ici. Donc là, je suis à peu près sûr que mon étain a refroidi, que mes cartes sont stabilisées et ne bougeront plus. Et c'est maintenant que je pose mes poids dessus. Voilà. Voilà. Et on fait un deuxième tour de chauffe pour cette fois bien plaquer les deux cartes l'une sur l'autre.
On va jeter un œil pour voir si c'est bien connecté partout. Donc ça m'a l'air très bien sur toute cette partie-là. Ici, vous voyez, malgré le fait que j'ai mis des poids, ici, ça m'a l'air pas parfaitement connecté. Bon. Mais en tout cas, j'ai un écartement, vous pouvez voir ici, j'ai un écartement qui est complètement uniforme sur toute cette partie-là. Grâce à mes supports, c'est juste là. Apparemment, il aurait fallu presser un peu plus fort à cet endroit-là. Et on va d'abord, on va réinstaller, on va démarrer la carte et voir si, on va démarrer le téléphone et on va voir si ça fonctionne. Donc, bon, bah, tout ça, ça m'a l'air bon. Bon, tout fonctionne. Le Wi-Fi est là. Avant, c'était écrit non. Enfin, pardon, il est là. Avant, c'est vrai que c'était pas écrit non, puisque quand on l'avait testé, ça marchait. Mais le GSM est là. Bon, écoutez. Donc ça a marché. En tout cas, je vais finir de tester le téléphone hors caméra. Et puis, si tout est bon, voilà, c'est terminé. Voilà. Donc, vous voyez comme le processus pour ces iPhone 12 et 13 est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. euh, à cause à cause en particulier de cet éteint à haute température qu'Apple a décidé d'utiliser. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a été utile, et puis comme ça vous savez comment, en tout cas comment moi je fais pour séparer, réassembler une carte d'iPhone 13 ou d'iPhone 12. C'est la même méthode. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, et puis à bientôt.